Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Bienvenue dans une émission de partage, bienvenue dans une émission de plaisir, bienvenue dans une émission de partage du plaisir, cinématographique en ce qui nous concerne. Après, quant à savoir à quel autre type du plaisir vous vous occasionnerez après cet épisode, cela ne nous regarde pas. Nous ici, nous parlons de cinéma. Si c'est la première fois que vous écoutez un épisode de ce format, eh bien écoutez, je vous souhaite la bienvenue. Installez-vous confortablement et j'espère que vous passerez un moment tout ce qu'il y a de plus agréable. Et pour les autres, eh bien, bon retour, re-bienvenue. J'avais conclu ce format avec l'épisode précédent. Et puis, le temps passant, je me suis rendu compte que ça me manquait. Cet espace de liberté où je pouvais vous présenter des films que j'avais découverts ou redécouverts, et où je pouvais déblatérer, partir dans tous les sens, de manière parfois très longue, parfois plus synthétique. Ça n'avait pas de prix. Et surtout aussi, voir à quel point les réflexions que je pouvais vous partager pouvaient entraîner chez vous d'autres réflexions qui parfois allaient en contradiction et ça se frictionnait un petit peu et puis on se confrontait et puis de cette confrontation naissait finalement une meilleure compréhension du film dont il était question, plus globale. Bref, un moment rien qu'à nous où on peut parler de la plus belle chose qui soit, à savoir le cinéma. Donc écoutez, si vos oreilles sont toujours disponibles pour entendre un petit peu parler de cinéma, c'est avec plaisir que je vais occuper un petit moment de votre temps. Et quelle meilleure occasion pour relancer ce format que la sortie de ni plus ni moins qu'une Palme d'Or, Anatomie d'une chute de Justine Triet, dernier lauréat en date du Festival de Cannes. Alors pour celles et ceux d'entre vous qui ne voient pas du tout ce dont il s'agit, oui, c'est toujours les mêmes, hein, ils sont au fond de la classe, on les connaît. Anatomie d'une chute nous raconte l'histoire de Sandra, une femme qui était mariée à un homme, lequel a malencontreusement fait une chute du toit du domicile conjugal, comme le titre l'indique si subtilement, et qui se trouve accusée du meurtre de son mari. Et toute la question va être évidemment d'établir ou non, au fil de l'enquête, sa culpabilité quant à cet événement. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait penser dans un premier temps, puisque le film reprend en effet toutes les moutures les plus classiques du documentaire criminel. Et c'est quelque chose que Justine Triet a expliqué dès le début, lors de ses premières interviews. Elle a travaillé à partir de documentaires, à partir de faits divers réels, pour essayer, si vous voulez, d'établir une mouture narrative la plus crédible, documentaire et réaliste possible. Et en effet, comme on est, comme moi, un passionné de faits divers et de ce genre qu'on appelle le true crime, donc les documentaires consacrés à des affaires criminelles, on retrouve tous les éléments qui nous permettent d'avancer en terrain connu. Du moins, c'est ce qu'on croit dans un premier temps, comme je vous le disais, puisque très rapidement, ce qui n'était en apparence qu'une intrigue policière de plus, un film de procès, très maîtrisé certes, mais qu'un film de procès, se recentre finalement autour de ce trou béant autour duquel gravitent tous les éléments de l'intrigue, à savoir la question du couple. Petit à petit, nous allons explorer ce couple, et nous allons essayer de comprendre, au-delà de la culpabilité, si la malveillance qui y régnait justifiait ou non un meurtre. Voilà le beau programme qui attend les spectateurs et les spectatrices d'Anatomie d'une chute, qui, à l'heure où j'enregistre cette émission, fait un très très beau démarrage, en tout cas pour ce type de film. C'est le meilleur démarrage pour une Palme d'Or depuis 15 ans. Donc écoutez, nous lui souhaitons évidemment tout le meilleur du monde. En ce qui me concerne, j'ai eu la chance de découvrir le film plusieurs mois avant sa sortie, et donc de le laisser un peu maturer dans mon esprit, avec des réflexions qui ont évolué, je vais pas vous mentir, au fil du temps, post-visionnage, parce que je dois être honnête, hein, on commence toujours une critique en établissant la subjectivité du rapport qu'on a entretenu au film lors du visionnage. En tout cas, moi j'aime bien travailler comme ça, et après essayer de réfléchir à partir de ce ressenti subjectif. Lorsque je suis sorti de la séance, j'avais aimé, c'est vrai, je considérais que c'était un film tout à fait réussi, mais de là à dire que ça méritait une Palme d'Or, et de là à surtout adhérer aux éloges multiples et nombreux qui avaient accompagné le film à Cannes, non, hein, non, certainement pas. En fait, je me suis retrouvé, comme je vous le disais, face à une mouture de true crime extrêmement classique, et étant très habitué à ce genre, je savais par avance quelles allaient être toutes les étapes du scénario. Voilà, en ce qui me concerne, avec mon regard de spectateur, habitué à ce type de récit, je savais exactement où tout allait aller, je connaissais à l'avance toutes les étapes que l'intrigue allait traverser. Et d'ailleurs, la fin, la conclusion, quant à la culpabilité ou non de Sandra, je l'ai vue venir des kilomètres, des heures en avance sur l'intrigue. Alors évidemment, tout ça ne m'a pas empêché d'admirer le travail de mise en scène et surtout de structure, d'architecte de Justine Triet, qui est quand même une metteuse en scène que j'admire énormément pour sa capacité à construire avec une précision presque clinique ses études de personnages, ce qui est à nouveau le cas dans Anatomie d'une chute. Il y a quelque chose, si vous voulez, de parfait, en quelque sorte, dans son approche. Il y a une telle précision, une telle évidence
des choix qui sont faits et qui sont mis en relation avec les choix faits précédemment, qu'on ne voit pas tellement dans quelle autre direction il aurait été possible d'aller. Il y a une perfection argumentative. Vous voyez, un petit peu comme quand, c'est l'image qui m'est venue, vous en ferez ce que vous voulez, mais un petit peu comme un oral de grande école ou de concours, où vous vous dites: «OK, là, l'étudiante, elle sait de quoi elle parle. Là, on a un exposé parfaitement ficelé de A à Z, où chaque argument entraîne un autre argument, et la réflexion est parfaitement menée du début à la fin. C'est magnifique, c'est 19, c'est félicitations du jury». Mais ça reste un exposé scolaire. Cette espèce de perfection qui cache un manque de cœur. Un petit peu comme un diamant, vous voyez? Un diamant, c'est magnifique, c'est taillé avec une immense précision, mais lorsque vous le mettez contre votre cœur, c'est froid. Et au moment où je suis sorti de la salle, tout ça, ce que je vous raconte, hein, ce sont les réflexions qui me sont venues pendant mon visionnage, hein, qui a donc eu lieu il y a plusieurs mois. Et quand je suis sorti de la salle, je me suis dit: «Ouais, c'est brillant, mais c'est froid». Et j'entends froid ici dans le sens d'un demi-reproche, c'est-à-dire parce que moi j'adore les cinéastes qui mettent beaucoup de distance avec leur sujet, en tout cas je peux adorer des cinéastes qui font ce travail, mais ce que j'entends par là, c'est que un fait divers, un true crime, un procès, c'est une histoire humaine tragique. C'est énorme dans la vie d'un individu, un procès, le meurtre d'un de ses proches, etc. Et normalement, je suis censé accompagner émotionnellement cette femme dans cette épreuve, moi en tant que spectateur. Je suis censé ressentir avec elle, être bouleversé avec elle. Je suis censé passer par toutes ces étapes. Je suis censé vibrer, en fait. Je suis censé pleurer lors du verdict, quelle que soit son issue, de soulagement ou de désespoir. Et aucune de ces émotions ne m'a traversé. Aucune. Parce que la focalisation n'était pas là. J'étais face à un film parfait, parfaitement construit. Et un film qui avait conscience de cette perfection, justement. Et qui donc ne mettait pas son point d'intérêt, ne me dirigeait pas, en fait, vers ce type d'émotion, mais plutôt vers, on va dire, une adhésion pas au machiavélisme, mais à la précision de chef d'orchestre de Justine Triet. La précision qui évidemment renvoie à la précision de l'appareil institutionnel, à la précision nécessaire à une enquête, etc. On était plutôt dans ce type d'approche. Et moi, je comprends tout à fait ce qu'il peut y avoir de parfaitement pertinent à faire en sorte que son film épouse la nécessaire précision de ces institutions, mais les institutions sont connues pour écraser l'humain, et lorsqu'on est face à une tragédie humaine, avoir un peu d'humain, c'est quand même pas mal. En tout cas, voilà. Voilà comment je suis sorti de la salle, avec quel type de pensée je suis rentré chez moi après mon visionnage. Et puis le temps a passé. Le temps a passé, et c'est toujours très intéressant, vous savez, de voir comment un film mûrit dans votre esprit. De voir ce que vous en gardez, ce que vous en perdez aussi. Vous pouvez adorer un élément sur le moment, et finalement, voilà, 2 semaines après, vous l'avez totalement oublié. Voire même le film entier, hein, dans certains cas, où on peut adorer le visionnage sur le moment, et n'en avoir plus rien à foutre une semaine après. Et ce qui est passionnant dans le cas de Anatomie d'une chute, c'est que plus le temps avançait, et plus le film se déployait en moi. Alors, je reniais rien pour autant des pensées qui m'avaient traversé, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de plus. Et donc, comme je sais qu'il y a quelque chose de plus, je commence à lire d'autres analyses, d'autres avis sur le film, pour voir s'il y a vraiment un élément central qui m'a échappé. Ce qui arrive évidemment très souvent, on ne regarde un film qu'à partir de ce que l'on est, et donc il y a forcément des choses qui nous intéressent plus que d'autres, parce que nous sommes toutes et tous des êtres humains singuliers, n'est-ce pas? Avec nos propres modèles internes, nos propres imaginaires. Et je vois que non. Alors évidemment, des petits détails, oui, mais pas un point central qui pourrait expliquer ce manque. Et donc je commence à réfléchir là-dessus, je commence à me dire, et si en fait ce manque que je ressens, c'était ça le sujet du film? Et que c'était la raison pour laquelle ce sentiment m'avait poursuivi? Que ce froid, cette distance, cette opacité, comme si, vous voyez, j'arrivais pas à entrer en contact avec le monde du film, que je n'arrivais pas à entrer en contact avec les personnages, c'était ça le cœur de la proposition du film. Et donc, loin d'être un défaut, comme j'avais pu le penser dans un premier temps, en fait, ça devenait un propos artistique. Et donc, j'ai commencé à réfléchir autour de cette notion d'opacité. Opacité qui, évidemment, est extrêmement pertinente pour caractériser un true crime et un film de procès, puisque qu'est-ce qu'un procès? C'est la recherche de la vérité judiciaire, hein, évidemment, pas la vérité objective.
Mais cette thématique de l'opacité, elle est centrale dans l'appareillage institutionnel, dans ce genre d'événement, dans ce genre de tragédie. Et puis le film, dans sa grande intelligence, dans sa grande subtilité, parce que le film est très intelligent, hein, très subtil, ne nous montre évidemment pas le véritable déroulement des événements. Donc il nous laisse avec cette opacité. J'avais donc compris la nature de ce froid. Voilà, pourquoi je me sentais autant à distance. C'est parce qu'il y avait un brouillard entre moi et ces personnages, il y avait un brouillard entre moi et ce destin, le destin de Sandra. Et j'ai commencé à me dire, ok, très bien, donc là t'as compris que tu t'étais trompé. C'est déjà une première étape intéressante. En tout cas, c'est un bon début, on va dire, pour continuer d'avancer. Et bien je me dis, ok, très bien, donc il y a une opacité, c'est central au film. Mais alors quel est l'intérêt de cette opacité? Qu'est-ce que cette opacité travaille comme thématique? Et là je repense à toutes ces analyses que j'avais lues justement pour essayer de combler ce manque que le film avait laissé en moi. Et je me dis, tiens, c'est marrant, toutes ces analyses parlent d'un truc qui, moi, me paraît pas si central dans le film. La question du couple. La question du couple, de la dissection du couple, que Anatomie d'une chute, qu'en fait cette chute, ce n'est pas la chute d'un corps, mais la chute d'un couple, c'est quelque chose qui a été extrêmement mis en avant par énormément de critiques et de commentaires autour du film et par Justine Triet elle-même. Et je me dis, le couple, c'est marrant parce que moi, quand je regarde le film, encore une fois, hein, c'est très physique comme expérience de regarder un film. On ressent des émotions, il se passe des choses dans notre corps, dans notre esprit, on s'interroge sur certains éléments, on se dit « Ah tiens, ça doit faire écho à ça, etc. » Enfin, c'est très actif, c'est une expérience très active, très intense aussi de regarder un film. Je me dis, le couple, c'est marrant parce que pour moi, ça paraît pas si central, en fait. Ou en tout cas, je me dis, mais oui, alors oui, il est question du couple, mais enfin, c'est quand même plus un film du procès de Sandra, en fait, que l'histoire de son couple. Et puis je me fais cette réflexion, si vous voulez, très conne, mais, mais les réflexions connes, c'est aussi un bon début. Hein. On continue à gravir les marges, vous allez voir, j'espère qu'on ira quelque part à la fin de cet épisode. C'est pas garanti, hein. Faites-moi confiance. Moi-même, je ne sais pas, mais faites-moi confiance. Et je me dis donc, ok, le couple. Et c'est quand même bizarre, et là je m'adresse, enfin je commente les propos de Justine Triet sur son propre film, c'est quand même bizarre de revendiquer que son film est l'étude d'un couple, quand pendant 95% du film, il manque la moitié du couple. Quelle drôle d'idée de faire un film sur un couple où 50% de ce qui constitue un couple n'est jamais présent à l'écran. Il est évoqué, on lui prête des propos rapportés, des pensées rapportées. Il est là, concrètement, dans mon souvenir, dans 3 scènes, je crois. La scène du début, le flashback de la dispute et la discussion avec son fils, où il ne parle pas directement. Donc à nouveau, les propos sont rapportés. Donc en fait, le mari n'existe pas tellement dans ce film. Ou en tout cas, pas au sens où moi, personnellement, Clément, qui vous parle, je comprends ce que c'est qu'écrire l'histoire d'un couple. Très étrange quand même de parler d'un couple et d'à aucun moment, même dans le procès, ne s'intéresser à qu'est-ce que c'était leur vie, comment est-ce qu'ils sont tombés amoureux, comment est-ce qu'ils se sont rencontrés, comment ils ont eu l'idée de faire un enfant. Enfin, oui, alors oui, on parle de certaines choses, mais uniquement des choses qui sont reliées au meurtre, pas au couple lui-même. Comme si le couple, si vous voulez, dans ce film, n'avait d'existence qu'à l'intérieur de l'intrigue criminelle, et pas comme une chose qui s'était déployée sur des années bien avant l'événement. Et là, je me dis, attends. Tu fais un film sur un couple où le personnage est absent. Pourquoi le personnage est-il absent? Parce qu'il est mort, évidemment. C'est le principe de l'histoire du film. Ce qui veut donc dire que ton objectif en racontant l'histoire de ce couple, c'était de raconter l'histoire de la survivante d'un couple, Sandra, dont la moitié, l'amoureux, n'existe plus que parce qu'on l'évoque, en fait, qu'à travers les souvenirs qu'il a laissés, et puis qu'à travers surtout la souffrance qu'il laisse à Sandra, parce que bon, oui, il est mort, lui est délivré de ses souffrances, mais sa mort cause quand même de sacrés problèmes à sa femme, hein, parce qu'elle est tout de même accusée de son meurtre. Et là, je commence à faire des connexions. Je sais pas si vous faites les mêmes connexions que moi. Je me dis, ok, donc on a un personnage qui est mort, dont la mort tourmente
le personnage qui est vivant, et ce personnage n'existe que de manière, vous l'avez, fantomatique. Et là, je comprends. En fait, c'est un fantôme. Alors, pas concrètement, hein, je ne suis pas en train de dire que Anatomie d'une chute est un film fantastique. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que, et ça m'a paru assez évident, en fait, en y repensant, quand on regarde la manière dont le personnage du mari est écrit dans le film, la place qu'il prend dans l'intrigue, la manière dont il intervient dans l'intrigue, vraiment sa pure architecture narrative, hein, c'est sa fonction dans la narration. Si vous prenez ce modèle-là et que vous le mettez dans un film de fantôme, vous n'avez pas à changer une ligne. Et là, je commence à me dire, oh putain, c'est ça ce manque. Ce manque, c'est parce que ce personnage n'a pas d'existence matérielle concrète dans ce film. Ce qui me manque dans ce film, c'est la vie de ce personnage-là, du personnage masculin. Et pourquoi est-ce que cette vie n'est pas présente? Parce que ce personnage est un spectre, c'est un fantôme. Et en fait, ce trou qui est en moi, c'est tout autant le trou de la vérité que le trou qui est laissé dans le couple. Ce manque que je ressens, c'est à la fois le manque de Sandra envers son mari, parce que même si elle le déteste, enfin en tout cas on peut supposer qu'elle le déteste, je pense que tu ne restes pas marié aussi longtemps avec quelqu'un si tu ne l'aimes pas au minimum au moins un peu. En tout cas quand tu vis avec lui dans un lieu isolé, je pense que ça laisse une petite béance, hein, quand tu vis perdu au milieu des forêts enneigées. Perdu au milieu des forêts enneigées? Attends. Ah putain, c'est vrai qu'ils vivent dans un endroit qui est au milieu de nulle part et qui est perdu dans la neige. Ok. Attends. Et putain, c'est vrai que le gamin, il a une coupe bizarre. Attends, où est-ce que j'ai déjà vu un style de coiffure comme ça? Et puis ce gamin, il est sous-entendu dans l'intrigue que c'est lui qui connaîtrait la vérité. Alors, bon, il s'avérera que ce sera pas le cas, mais c'est quelque chose qui existe dans le film, ça. Et ce gamin, il a un truc avec sa vision. Putain, mais c'est Shining, en fait. Alors, encore une fois, pas concrètement, hein, je ne suis pas en train de dire que Anatomie d'une chute est un remake de Shining. Mais je me dis, ça fait quand même pas mal d'éléments qui sont en train de faire exister le film dans une dimension qui est hors de son carcan de base. Ça fait quand même... Et des éléments centraux, hein, je veux dire, on parle d'un moteur narratif central, le mari, qui est traité comme un fantôme, on parle du lieu même de l'intrigue, on parle d'un personnage principal de l'intrigue. Ça fait quand même des éléments, une accumulation d'éléments qui sont pas négligeables, là, comme éléments d'évocation, je veux dire, comme renvoi d'imagerie, qui sont faits. Et puis surtout, je repense à ce premier plan, quoi. À ce putain de premier plan. Où vous avez une balle de tennis qui n'est lancée par personne, qui dégringole des escaliers et qui arrive face à la caméra. Alors, je fais une parenthèse, j'ai vu l'émission Combini Vidéo Club de Justine Triet, où elle évoque ce plan, et où elle dit que c'est une référence à un film qui n'est pas Shining. J'ai oublié le titre du film, mais l'extrait est montré, et en effet, nous avons une balle qui arrive vers la caméra, et elle dit que ça vient de là. Mais... non, quoi. Et évidemment, je ne peux que la croire. Enfin, je veux dire, je peux pas lui dire que non, c'est pas ça ta référence. En tout cas, je pense que consciemment, elle a pas fait une référence à Shining. Mais quand même, quoi. C'est-à-dire que quand tu vois l'extrait en question dont elle dit s'être inspirée, il y a quand même des grosses différences avec le plan qui se trouve dans le film. Dont une qui est centrale, à savoir que, dans l'extrait qui est montré, nous connaissons la source de l'envoi de la balle. Nous savons pourquoi la balle bouge. Alors que dans Anatomie d'une chute, la balle vient de nulle part. Et que dans Shining, la balle qui roule vers la caméra vient également de nulle part. Donc, je veux bien croire que consciemment, elle n'est pas passée par Shining pour en arriver à ce plan, mais en ce qui me concerne, en tant que spectateur, quand je compare la scène de Shining, la scène de laquelle elle dit s'être inspirée,
Et la scène de Anatomie d'une chute, je trouve que la scène de Anatomie d'une chute est plus proche de la scène de Shining, dans les faits, dans la mise en scène. Et elle-même a dit être très fan du travail de Stephen King. Ça peut pas être un hasard. Surtout mis en corrélation avec tous les autres éléments que j'ai cités jusque-là. Ça ne peut pas être un hasard. Et je pense, en tout cas j'ose ce pari, je pense que ça n'en est pas un. Parce que c'est quand même une drôle d'impression qu'un film de procès hyper réaliste et conçu comme hyper réaliste, comme documentaire, ce avec quoi je suis tout à fait d'accord, m'évoque des éléments fantastiques. Que le renvoi qui soit fait à mon imaginaire de spectateur, c'est un renvoi fait à des références fantastiques. Et quand d'ailleurs je regarde l'émission Combini, la majorité des films qu'elle cite sont des films d'horreur ou fantastiques. Et je fais le lien, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien entre tout ça. Et je me dis, elle a fait un film de procès, elle a fait une intrigue policière, mais elle l'a tourné comme un film fantastique. Et c'est là, à ce moment-là, que je comprends ce qui m'avait dérangé au départ. C'est que je m'étais accroché au registre affiché par le film sans voir ce qu'il déployait à l'intérieur de cette opacité. Je me suis dit, c'est un film de procès opaque. Voilà, tout simplement. C'est un true crime classique. Et en fait, non, c'était bien plus que ça. Il y a quelque chose dans les interstices, dans les coupes, dans toutes les ellipses qui existaient. Ça générait chez moi un sentiment, ça renvoyait à quelque chose, et j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et j'ai compris que ce à quoi ça me renvoyait, c'était au cinéma fantastique. C'était à l'existence de figures fantastiques. Et faire ça, quand on fait un film sur une tragédie intime comme un fait divers, c'est brillant. Qu'est-ce qu'un fait divers ? C'est l'arrivée de quelque chose qui ne devrait pas exister dans la vie courante. C'est le moment où on pensait que tout était normal et que d'un seul coup, il se passe quelque chose. Quelque chose qui n'a rien de normal, justement. C'est l'immixtion du fantastique dans le quotidien. Pas du fantastique au sens des fantômes, pas du fantastique au sens des monstres. C'est l'immixtion de l'extraordinaire. Un meurtre, c'est extraordinaire. Et c'est avec ce film seulement que j'ai compris pourquoi est-ce que j'aimais autant les faits divers. C'est parce que, loin d'être simplement le récit d'événements réels, en fait, ce sont des événements qui ne devraient pas avoir lieu, qui sont exceptionnels et mystérieux souvent, parce qu'il faut déceler la vérité qui se cache derrière les mensonges, à travers les indices, à travers les silences, le silence éternel des victimes qui viennent tourmenter les vivants. Les faits divers sont nos histoires de fantômes. Et la grandeur du travail de Justine Triet avec ce film, c'est d'avoir assumé jusqu'au bout cette dimension-là. De faire un film fondé sur un travail de documentation, fondé sur du réalisme certes, mais de présenter le réel de ces événements pour ce qu'il est, un réel mythologique. Voilà. Voilà la conclusion à laquelle j'en suis venu après ces divers moments de réflexion, parfois contradictoires. Ce film m'avait travaillé, et aujourd'hui, je comprends que la raison pour laquelle il avait continué à m'habiter, c'est parce que il avait laissé en moi des fantômes, de la même manière que ce type d'événement continue à tourmenter les vivants qui les ont subis. Anatomie d'une chute est un très grand film, aux multiples facettes, et je me joins au concert de louanges à son propos, même si j'ai pris un peu de temps. Veuillez m'excuser pour ce retard. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit moment passé en ma compagnie pour discuter d'Anatomie d'une chute vous aura plu. J'ai hâte de lire vos propres réflexions à son sujet. Et si vous voulez qu'on en discute plus amplement, vous avez les commentaires si vous écoutez ça sur YouTube, et vous avez les réseaux sociaux, Twitter et Instagram,
sur lesquels vous pouvez me contacter et me partager vos réflexions. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode où nous poursuivrons notre quête des plaisirs interdits du cinéma.